Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories et on va continuer notre série sur les événements responsables. Aujourd'hui, on va parler de restauration. Comment organiser un cocktail responsable? Alors évidemment, on va arrêter la vaisselle jetable, on va arrêter les petites bouteilles d'eau, on va se sourcer en local et de saison. Ça, on en entend beaucoup parler et c'est déjà une bonne base, mais on peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on va parler de cocktails raisonnés, on va parler d'impact carbone limité. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin et avoir les bonnes pratiques. Et pour ce faire, j'ai invité Sébastien Lebescon, qui est le président de Fleur de Mai Réception. Bonjour Sébastien. Bonjour Agathe. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode, parce que tu fais partie de ceux qui font plus qu'ils n'en parlent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te donner la parole, parce que j'aimerais que tu nous donnes les bonnes pratiques, tu nous partages, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, d'aider les organisateurs d'événements à comprendre les enjeux des cocktails responsables, et donc comment ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils doivent regarder dans leur proposition traiteur. Donc c'est ça que j'ai envie qu'on évoque aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance. Donc, Sébastien, tu as repris les rênes de Fleur de Mai en 2016, mais tu viens pas du tout du domaine de la gastronomie et du traiteur à cette époque-là. Donc comment ça s'est passé? Alors c'est vrai qu'en septembre 2016, j'arrive chez Fleur de Mai, et je connais très peu, voire pas du tout, le monde de l'événementiel et du traiteur. Alors la gastronomie, si, parce que j'avais travaillé dans des grands groupes alimentaires comme Unilever ou Sara Lee, sur du hors domicile, sur de la grande consommation. Donc je connaissais l'alimentaire, mais pas du tout le traiteur et pas du tout l'événementiel. Mon dernier poste, j'étais directeur marketing d'une société qui s'appelle Deli-France, donc de boulangerie internationale sur une vingtaine de pays, donc très différent. Mais c'était une volonté de changer, de revenir sur des structures plus petites, plus humaines, avec un impact plus direct. C'était un choix de l'actionnaire de Fleur de Mai, qui est une famille, la famille Boyer, qui voulait quelqu'un de différent, qui sorte du secteur pour faire des choses différentes. Donc c'était une prise de risque. J'espère qu'ils sont contents maintenant, quelques années après. Avec du plus et du moins. Le plus, c'est d'arriver avec une vision complètement différente, comme quand on arrive sur un secteur ou dans une entreprise nouvelle. Le moins, bien sûr, c'est de ne pas avoir de réseau, pas avoir le relationnel, et puis prendre un peu de temps quand même à comprendre comment ça marche le traiteur, comment ça marche l'événementiel, les agences, les lieux. Bon, ça s'est bien développé depuis 2016. C'est une belle maison aujourd'hui, la maison Fleur de Mai. Est-ce que la question de la RSE, c'était déjà dans la stratégie quand tu es arrivé, ou c'est quelque chose qui s'est vraiment accéléré il y a quelques années? Alors oui, c'était déjà dans les gènes de Fleur de Mai. En 2015, Fleur de Mai réalise donc les prestations de solutions COP21 à Villepinte et au Grand Palais. Ça a vraiment été le début d'un travail d'actions concrètes qui se sont développées. Petit à petit, donc Global Compact de l'ONU, Charte de la diversité, des ruches sur le toit, enfin voilà, des choses petit à petit. Et puis en 2018, on commence à voir apparaître un peu de loin la certification ISO 20121. Donc nous, on décide d'y aller très vite, en se disant ça va nous permettre, d'apprendre, de nous développer, et puis de mettre un label, un sceau sur l'ensemble des actions que nous avions déjà démarrées. Donc on a fait ça très vite, et en janvier 2019, donc, nous étions certifiés ISO 20121. Et ensuite, on a continué. On a continué avec deux mots d'ordre. Le premier, c'est d'être très concret, c'est-à-dire d'éviter toutes les affirmations ou les engagements un peu flous. Nous privilégions, nous voulons, etc. Donc en mettant des chiffres. Et donc pouvoir vraiment montrer que dans nos réceptions, dans nos prestations, nous pouvons avoir un impact positif. Donc ça, c'est le second point. Ne pas avoir une RSE punitive, de se dire c'est pas bien, on fait du carbone, on déplace des gens, on crée du déchet. Mais plutôt se dire, de toute manière, on va organiser ce cocktail, qui a un intérêt parce qu'il rassemble des gens pour X ou Y raison. Et comment on peut utiliser cette prestation pour avoir un impact positif sur les gens qu'on va employer, sur les fournisseurs que l'on va faire travailler, sur l'alimentaire qu'on va proposer, tout en réduisant l'impact négatif que l'on peut avoir pour la planète,
gaz à effet de serre, déchets, gaspillage, etc. Donc aujourd'hui, vous, en tant qu'entreprise, parce que c'est ça l'ISO 20121, c'est la validation de le respect des normes RSE, mais à l'échelle de l'entreprise. Maintenant, il y a l'échelle des événements que vous produisez. Donc ce que tu nous disais, c'est que vous travaillez, vous, justement, sur cette partie-là, sur l'impact positif et contrebalancer l'impact négatif. Donc c'est quoi, si on devait réfléchir et résumer, un cocktail responsable? Alors, Qu'est-ce qu'on prend en compte? le cocktail responsable, nous, on considère que dans le choix d'une société de restauration ou d'un traiteur, qu'il y a 7 points qui permettent d'offrir une prestation plus durable et avoir un cocktail responsable, entre guillemets. Dans ces 7 points, il y a des choses évidentes, comme déjà assurer la santé et la sécurité des convives. Donc, respecter les règles d'hygiène, la chaîne du froid, les agréments sanitaires. Mais c'est un point important qui se développe très fort, qui demande beaucoup de travail à toute notre profession, mais qui a un vrai intérêt. Et il faut déjà s'assurer que ça, c'est suivi. D'accord. On a parlé des certifications, certifications et labels, donc ISO 20121, très bien. Donc l'ISO 20121 va certifier ce qu'on appelle un SMR, un système de management responsable, mais n'assure pas l'impact, en fait, et les actions. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et il y a d'autres types de labels et de certifications qui peuvent venir compléter, comme le... voilà, vous êtes EcoVadis, oui, c'est voilà, ça? par exemple, la médaille EcoVadis. Donc nous sommes médaille d'or EcoVadis 2023, qui permet quand même de s'assurer d'un certain nombre d'actions mises en place dans tous les domaines, à la fois humain, gaz à effet de serre, déchets, gaspillage, etc. Mais il y en a d'autres également qui existent sur le marché. Donc je pense que ça permet quand même de faire son choix entre les différents prestataires. Et puis les sujets ensuite, déchets, gaspillage, bien sûr. Donc tri, recyclage, revalorisation, réduction des déchets. On va rentrer dans le détail de tout ça. Voilà. Les aspects d'insertion de handicap. Oui. Profitons quand même de nos prestations pour faire intervenir dans nos laboratoires en amont et sur la prestation des personnes éloignées de l'emploi, pour des raisons physiques, mentales, sociales. Les gaz à effet de serre, comment on limite nos émissions. Tous les aspects, bien sûr, d'achat responsable. Donc, comme tu disais, acheter plus local, plus labellisé, plus français, par exemple. Voilà, donc il y a un certain nombre de points qui, pour nous, agglomérés, permettent d'avoir une prestation plus responsable. C'est assez large au final. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail, parce que c'est qu'on veut des choses très actionnables pour les gens qui nous écoutent. Donc par exemple, la question de l'impact carbone, parce que c'est le sujet un peu du moment. Sur l'impact carbone d'une réception, comme vous organisez, qu'est-ce qu'on prend en compte et sur quoi on peut jouer justement pour limiter cet impact? Alors l'impact carbone, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle donc le bilan carbone qui est fait au niveau de la société. Oui. Et ensuite, il y a l'empreinte carbone qui est faite donc au niveau de l'événement. Oui. Donc Fleur de Mai a fait son bilan carbone 2019-2020. Nous voyons, nous, au niveau de la société, ce que nous devons faire pour réduire notre empreinte carbone. Plus de 50% de notre impact carbone est représenté par l'alimentaire. D'accord. On pense toujours que les traiteurs, il y a des camions, donc ça va être les camions qui vont créer l'impact carbone. Non, c'est de loin l'alimentaire. Okay. Et ensuite, les deuxièmes postes, ça va plutôt être les déplacements personnels, sur affaires et personnels de nos équipes. Et la logistique représente moins de 10%. Donc là, il y a tout un travail au niveau de Fleur de Mai pour réduire, donc, surtout au niveau alimentaire. Et au niveau alimentaire, c'est essentiellement, sans surprise, réduire la consommation de viande, bien sûr viande rouge et viande, protéines, et plus globalement de tout ce qui est de source animale. Donc il ne faut jamais oublier tout ce qui est beurre et fromage. D'accord. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de deux façons. Soit on le fait de façon radicale en disant à partir de demain, on ne fait plus de viande, on ne fait plus de beurre, on ne fait plus de fromage. C'est pas la... Ça paraît compliqué. Moi, ça je sais pas, mais voilà. On veut quand même... entendable aujourd'hui. C'est pas un impact très positif pour nos clients. Donc nous, on veut toujours rester dans cette notion d'impact positif. On est quand même là pour faire
des belles prestations en livrant un haut niveau de gastronomie. Donc nous, notre pari, c'est plutôt de travailler en amont, déjà pour améliorer nos recettes sur tout ce qui est végétal et en réduisant la viande, c'est ce qu'on fait déjà. Et deuxième point, avoir une action de pédagogie vis-à-vis de nos clients, en montrant notamment des menus raisonnés, en disant, vous voyez, si vous passez sur ce menu-là, vous pouvez réduire de 30 à 40% votre empreinte carbone, avec un peu moins de viande, plus de végétal, moins de fromage. Et au final, on a aujourd'hui, depuis 4-5 ans, des recettes végétales qui sont chaque fois meilleures. Donc il n'y a pas de baisse de la qualité gastronomique. On a même maintenant des restaurants végétariens ou végétaliens qui sont étoilés. Donc on a une très bonne qualité gastronomique. Accessoirement, c'est un peu meilleur pour la santé. Et donc on arrive petit à petit dans les discussions à augmenter donc, la part du végétal au détriment des protéines animales. Mais c'est vraiment le point clé. Il y a un schéma de l'ADEME qui est assez parlant là-dessus, sur comment réduire sur un repas l'impact carbone. Et les deux premières marches, c'est réduire la viande rouge et ensuite réduire les protéines animales. C'est là-dessus que vous pouvez passer votre repas quotidien qui représente en gros 2 kilos d'empreinte carbone. C'est comme ça qu'il peut passer de 3-4 kilos quand il est avec de la viande rouge à moins de 2 kilos à 1,5 kg. Et ensuite, pour continuer à progresser, c'est aller sur du local. Voilà, on a d'autres éléments, mais qui sont beaucoup plus à la marge que ces deux premiers points. Je mettrai dans la description de l'épisode ce schéma de l'ADEME pour ceux qui veulent regarder un peu plus. Et ensuite, pour répondre à la question, donc, au niveau de la société, on prend tous les impacts carbone, donc bien sûr la production, les déplacements, la partie amont des fournisseurs, nos achats. Et quand on est sur la prestation, donc nous, on a développé une calculette qui permet d'estimer notre impact, notre empreinte carbone sur une prestation. D'accord. Là, on intègre dans ce calcul tout ce qui constitue notre prestation. Donc, bien sûr, la partie alimentaire, la partie de nos équipes, déplacement, et puis bien sûr toute la partie matérielle, art de la table, que l'on va également apporter sur la prestation et rapporter ensuite le soir même ou le lendemain. D'accord. Et au niveau justement du choix que vous donnez à vos clients, aujourd'hui c'est dans l'alimentaire, le fait de réduire la viande, c'est quelque chose qu'ils écoutent, qu'ils sont prêts à faire. Vous sentez qu'il y a une évolution dans la perception des organisateurs? Il y a une évolution. Ça dépend des organisateurs, ça dépend du type d'organisateur, ça dépend de leur maturité sur ces sujets. C'est encore assez faible, même si globalement, il y a quand même une tendance de fond sur une alimentation plus raisonnée, plus flexitarienne. On voit on nous parle de baisse de consommation de viande, même si aujourd'hui, elle ne se voit pas forcément dans les chiffres de ce que j'ai vu. Donc il y a quand même un bruit de fond qui fait qu'il y a une acceptation plus forte du végétal, qu'on arrive de plus en plus souvent sur des repas à faire passer des entrées végétales, voire éventuellement des plats végétaux. Mais ça reste encore un sujet qui demande beaucoup de pédagogie. On laisse le choix aux clients. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues encore. Ah, c'est des hommes, donc il faut mettre de la viande. Ah, ils viennent de l'étranger, donc voilà. Et qui partent de faits réels, mais qui évoluent. Oui. Voilà. Est-ce que tous les hommes veulent vraiment avoir une côte de bœuf? Je ne sais pas. Voilà. Je pense qu'on est dans beaucoup de clichés. On est encore un peu, oui, c'est ça. Encore. Mais ça évolue progressivement. Et une fois encore, il y a eu un tel progrès sur ce qu'on peut proposer au niveau végétal que c'est ça qui l'emporte aussi. Parce que je pense que c'est une bonne façon de rentrer sur cette action, de rentrer plus par le plaisir gustatif, plutôt que par une vision punitive en disant attention, vous prenez de la viande, vous allez générer du carbone. C'est ce que vous appelez les cocktails raisonnés. Exactement. C'est quoi cette réflexion effectivement de cocktails raisonnés? C'est ce que j'exposais, de pouvoir présenter des compositions de cocktails ou de repas assis, de dîner ou de déjeuner, qui sont plus végétaux, donc incluant moins de viande, plus de produits de la mer, et dont on a déjà calculé les empreintes carbone grâce à nos calculettes, qui permettent donc de réduire de 30 à 40% l'empreinte carbone alimentaire de votre cocktail, sans dégradation de la qualité gastronomique. Donc là, il y a toute la partie alimentaire. Après, il y a une petite partie transport.
Voilà, la partie transport, une fois qu'on a dit qu'on optimisait nos tournées et qu'on avait formé nos chauffeurs à l'éco-conduite, ce que fait un peu tout le monde et ce qui est quand même la base de notre métier. Heureusement qu'on ne fait pas tourner les camions pour rien. Le choix, ça va vraiment être d'être sur des modes de transport plus vertueux. Oui. Alors nous, on transporte quand même des grosses quantités de matériel et de nourriture. Donc les vélos cargo, on a essayé, mais enfin un vélo cargo, une fois que quelques plateaux repas, c'est très bien, mais pour une prestation, c'est un peu compliqué. Donc là, on est sur des évolutions, pour le coup, technologiques, mais qui arrivent là, début d'année prochaine, où on va enfin avoir des véhicules plus vertueux. Alors il y a le GPL qui existe déjà, le GNV, pardon, mais on va pouvoir passer sur des véhicules électriques ou hybrides dès le milieu d'année prochaine. Ok. Et même au niveau de votre labo sur la production, pareil, il y a eu une réflexion que vous avez menée sur. Oui, exactement. Donc là, les leviers sont plus faibles parce que il n'y a pas de déplacement. Donc ça va se jouer plutôt sur le gaspillage, sur la façon de récupérer des éléments, sur un légume, de pouvoir récupérer les fans, ou sur un poisson, de pouvoir récupérer les déchets, les arêtes, etc., pour pouvoir faire un fumet ou une sauce. Donc ça, c'est plutôt la réflexion qui est faite au niveau du labo. Et puis en effet, limiter le gaspillage, mais quelque chose qu'on a toujours fait, ne serait-ce que pour des raisons financières. D'accord. Et donc là, on vient de parler de gaspillage, donc c'est une bonne transition, puisqu'il y a aussi cette question des déchets. L'impact carbone, ça fait partie de la responsabilité. Après, il y a les déchets et le gaspillage. Cette partie-là, comment on peut l'approcher et la traiter sur un cocktail responsable ? Alors les déchets, donc ça, c'est des choses qui sont, pour nous, faites depuis longtemps, mais qui paraissent quand même tout à fait logiques. Donc c'est déjà à la fois au niveau du laboratoire, enfin, de notre cuisine, et à la fois au niveau de la prestation, de trier. Donc il y a plusieurs flux. Et ensuite de valoriser autant que possible et recycler ce qu'on peut recycler, le carton, le verre, et puis et valoriser ce que l'on peut, bien sûr toute la partie organique et transformer en compost ensuite. Bien sûr réduire les déchets. Donc réduire les déchets, c'est un des avantages du traiteur, c'est que normalement donc il y a 1000 personnes demain soir, on produit pour 1000. Donc on n'a pas cette problématique a priori de surproduction. Parfois ça peut arriver, il peut y avoir des no-shows, il peut y avoir un accident, il peut y avoir une grève de métro, il peut y avoir et il peut y avoir donc des réceptions où sont moins consommées que prévu les quantités. C'est ça. Donc là je commande sur 1000, je ne sais pas pourquoi j'ai 200 personnes qui ne sont pas prévues, qu'est-ce que je fais de mes 200 repas supplémentaires ? Donc là on a des solutions de redistribution à des associations le soir même, donc de récupération et de redistribution le soir même à des associations des non-consommés. Quelque chose qui est très encadré, au niveau de la responsabilité. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid. Donc sur un cocktail, tout ce qui est mis sur un buffet ne peut pas être redistribué, puisqu'il y a rupture de la chaîne du froid. Donc il y a quand même tout un travail. Alors bien sûr, si on sait depuis le début de la soirée qu'il va y avoir 200 personnes en moins, on réduit dans ces cas-là, bien sûr, ce qui est mis sur les buffets, on les garde bien au froid. Et ensuite, c'est redistribué au fur et à mesure de la soirée dans des associations qui sont identifiées. Ça, c'est vous qui gérez ? Non, c'est géré par un prestataire qui s'appelle SAVR aujourd'hui chez nous. D'accord, avec lequel vous travaillez avec lequel nous travaillons et beaucoup de traiteurs travaillent. Ok. Mais il y a quelques fournisseurs qui peuvent faire ça. Donc bien sûr, réduire, être au plus juste des quantités pour réduire les déchets. Et puis le gaspillage, on a cette solution. Et c'est vrai que c'est aussi passé par les tests, parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de tests au niveau du traiteur, qui généraient aussi beaucoup de gaspillage. Oui. Depuis le Covid, on est sur des approches plus vertueuses au niveau des clients, des agences, qui demandent moins de tests dans tous les sens, dans des compétitions qui étaient pharaoniques. Donc on est sur des choses beaucoup plus raisonnées, avec un peu moins d'invités. Donc on arrive aussi à limiter les gaspillages à ce niveau-là. Donc on va quand même vers beaucoup mieux dans notre secteur. Ça a vraiment été une des clés d'entrée du développement durable d'ailleurs dans notre secteur, parce que c'était vraiment un des points les plus visibles et les plus émotionnels de nos clients qui disaient mais il reste tout ça, qu'est-ce que vous allez en faire, ça va quand même pas partir à la poubelle.
Et donc c'est pour ça que nous, c'est un des sujets qu'on a traité dans notre premier cycle de certification ISO 221, qui est maintenant bien en place, et sur lequel il ne faut absolument pas revenir. Ok, donc là on a vu impact carbone, déchets. Maintenant il y a une autre partie dont on parle un petit peu moins et qui pourtant, je pense, sur notre secteur a besoin d'avancer sur ce sujet-là, c'est la partie inclusion. Donc j'avais rencontré lors d'un précédent épisode de Live Stories Grégoire Decaux, qui est à l'agence Inspirience et qui a aussi créé ce qui s'appelle les passerelles événementielles, donc qui permet de mettre en place du personnel en situation de handicap sur des événements, donc que ça soit à l'accueil, au vestiaire, sur des contrats courts en fait, en partenariat avec des agences événementielles. Sur la partie réception, du coup, tu nous en parlais un petit peu en introduction. Qu'est-ce que vous faites? Et donc, qu'est-ce qui pourrait se faire de manière plus large dans le secteur de la réception pour cette question d'inclusion? Donc ça, c'est un sujet important. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, donc, nous, on intègre dans cette notion d'inclusion, c'est toute personne éloignée de l'emploi. Donc, comme je le dis, soit pour des raisons physiques ou mentales, donc de handicap, soit pour des raisons sociales qu'on connaît. Donc, plus de l'insertion. Pour moi, c'est à peu près les mêmes sujets, même si ensuite, il y a des problématiques réglementaires ou financières différentes. Là encore, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire, nous, en amont, dans la société, et ensuite, ce qu'on fait sur la réception. Ce qui a vraiment changé, je pense, depuis le Covid, c'est qu'il y a beaucoup moins de barrières à avoir des personnes en insertion sur les prestations. D'accord. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, on nous disait c'est très bien d'avoir des personnes en insertion dans votre cuisine. Sur la prestation, on préfère avoir des personnes différentes. Aujourd'hui, c'est très accepté. Voilà. Donc, il y a le premier travail qui est en effet déjà, et de la même façon pour les agences notamment, il y a eu tout un travail qui a été fait avec justement Grégoire et Nicolas Turpin au niveau de l'événement, sur déjà comment on fait pour avoir de l'insertion au niveau de nos sociétés, traiteurs, lieux, agences. Donc ça, c'est le premier point. C'était quelque chose qui était déjà assez avancé au niveau traiteur, notamment au niveau de nos cuisines, où on peut avoir un certain nombre de tâches qui étaient, sur lesquelles on pouvait avoir de l'inclusion. Ça, c'est quelque chose qu'on commence. D'ailleurs, quand je dis un certain nombre de tâches, c'est vraiment pas seulement au niveau des cuisines, c'est aussi bien sûr au niveau des bureaux. Donc ça, c'est quelque chose qui continue. Sur prestation, donc, comme je disais en introduction, on souhaite avoir des choses concrètes. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'au-dessus de 300 convives, donc au-dessus de 300 convives, vous allez avoir environ au moins 10 mètres d'hôtel, enfin environ, sur une prestation. Sur un cocktail, on intègre 10% de nos équipes en insertion ou en handicap. Voilà. Bien sûr, sans différenciation. Donc, c'est des personnes qui sont intégrées dans nos équipes, qui sont formées, que l'on forme en amont. Donc, pourquoi 10%? Pourquoi pas plus? Nous, on estime qu'à 10, alors c'est peut-être 15, la réalité, c'est peut-être 20, je ne sais pas encore. En tout cas, nous, on fait depuis 1 an 10, 1 an et demi. Ça marche très bien. Des fois, on pousse à 15. Il n'y a pas d'impact sur la prestation. Donc, à la fois parce que c'est des personnels formés, qui sont très compétents, et à la fois parce que nos équipes aussi savent travailler, accompagner. Il n'y a pas du tout d'impact sur la prestation. Donc le convive, le client est au courant, mais le convive, sauf si le client veut le dire, ce qui arrive parfois, le convive donc, qui est dans la prestation ne va pas dire « oh là, cette prestation, quelque chose qui ne va pas ». Ensuite, on peut aller plus loin. On a même été des fois sur du 50-50, avec des personnels avec des handicaps assez lourds, d'autisme et de trisomie. Là, c'est une autre histoire. Là, on est vraiment, cette fois-ci, il y a un impact sur la prestation. Ça se voit, ça se ressent. Il y a des postes qui peuvent être ralentis, notamment les postes boissons. Mais là encore, c'est quelque chose qui est assumé. Enfin, la prestation dont je vous parlais, c'était pas une société. Et le président qui a pris la parole en introduction l'assumait complètement. Donc c'est vraiment un choix. Nous, ça nous va très bien, on adore. Mais c'est une autre histoire. Voilà. Nous, on pense qu'intégrer de 10 à 20% des équipes de service et de cuisine sur prestation, sur de l'insertion et de handicap, à partir du moment où on l'a bien travaillé en amont avec de la formation, n'a pas un impact visible pour le convive. Voilà. Donc il faut le faire. Une fois encore, on revient sur l'impact positif. Comment on fait pour que nos prestations aient un impact positif pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi? Bien sûr. On est pourvoyeur d'emploi dans l'événementiel. Donc il faut aller chercher des ressources accompagnées. Tu fais partie des traiteurs événementiels de Paris.
Et vous avez créé, ça s'appelle, que je retrouve, la participation éco-sociétale. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. En fait, c'est une belle idée que l'on a démarrée avant le Covid, donc qui a été un peu perturbée, bien sûr, par les années 2020-2021 que nous avons connues. En fait, l'idée, c'est de se dire, prélevons cette participation sur un nombre de convives, sur chacune de nos prestations. D'accord. Donc sur quelque chose d'assez indolore. Donc on parle de 10 centimes d'euros par convive. Donc vous imaginez, sur une prestation de 1000 personnes, ça fait 100 euros. Quelque chose qui est assez indolore. D'ailleurs, de mémoire, aucun client depuis toutes ces années n'a demandé à la retirer. Donc j'en profite pour faire une petite parenthèse. Pour moi, tout ce qui est récupération des non consommés, insertion, participation éco-sociétale, il y a une grosse différence entre mettre une page dans un devis en disant c'est en option ou l'intégrer dans son chiffrage. Et là, où vraiment, donc, dans la proposition de base financière, puisqu'à un moment, on parle quand même d'argent, Bien sûr. c'est intégré. Et donc, nous, on intègre tout ça dans la proposition de base. Donc ensuite, on peut discuter, bien sûr, avec l'agence ou le client de le retirer, mais c'est mis dans notre proposition. Ça, c'est une vraie différence. Si vous le mettez en option, c'est pas pris. Bah, oui. Si c'est intégré dedans, il faut le retirer, c'est autre chose. Donc, je reviens sur cette participation éco-sociétale. Donc, on prélève chacun donc, des traiteurs des traiteurs événementiels Paris, qui représentent donc les grandes maisons parisiennes, les 9 maisons parisiennes, je pense, 9 grandes maisons parisiennes. On prélève 10 centimes et on les abonde, c'est-à-dire chacun des traiteurs remet 10 centimes de sa poche. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tenait, parce qu'on trouve que c'est quand même très bien d'aller prélever chez un client 10 centimes, mais si on n'abonde pas, pourquoi le client donne 10 et pas nous Ce qu'on voit dans les hôtels, notamment, où on nous prend 1 euro. Si l'hôtel ne prend pas, pourquoi on donnerait 1 euro si l'hôtel ne donne pas 1 euro? Voilà. Donc là, on a vraiment tenu à l'abonder, et ensuite on le redistribue à une association ou une société qui travaille dans des... donc là, ça a été de l'insertion. Donc on a travaillé avec la société Ares, qui est un des grands noms de l'insertion. Donc on a pu distribuer un chèque dont j'ai plus le montant total en tête, mais qui est de l'ordre de 120 000 euros, je crois. D'accord. Sur une année pleine, on pourrait même faire un peu plus. Et donc on l'a fait pour démarrer avec Ares. Et là, on est aujourd'hui, on collecte pour France Handicap. Voilà. Ok. Avec cette idée de toujours de l'insertion et du handicap sur des sociétés ou des structures avec lesquelles on travaille également en parallèle pour intégrer du personnel. Donc ça permet, voilà, c'est une petite chose qui au final, vous voyez, fait une somme quand même très conséquente. Oui. Donc c'est une des fiertés de notre collectif. C'est dans ce genre d'initiatives qui vont faire que les choses avancent. Exactement. Aussi et ça transforme un peu. Sur cette question de dire c'est intégré dans le devis ou c'est enlevé, aujourd'hui c'est quelque chose qui est relativement bien accepté quand même par vos clients. Alors, oui, c'est très accepté, voire même, on peut avoir des agences ou des clients qui pénaliseraient notamment des traiteurs, je parle de ce que je connais le mieux, qui ne l'auraient pas intégré dans leur devis, qui l'auraient mis en option, en disant, mais si on fait une prestation, je ne sais pas, pour 3000, un cocktail pour 3000 personnes, et que la récupération des non consommés n'est pas intégrée dans le devis, on ne peut pas faire ça en 2023. Il y a un trop gros risque. Il faut que ça devienne effectivement des réflexes. C'est l'objectif. Alors pour revenir sur la notion de la récupération des non consommés, c'est évident que sur un repas assis, ça n'a pas d'intérêt. Déjà parce que c'est souvent dressé à l'avance. On ne peut pas, comme je vous disais sur la rupture de chaîne du froid, normalement sur un repas assis, vous avez une entrée, un plat, un dessert. Les réductions de consommation sont quand même quasi nulles. Voilà. Et ensuite, sur certains types de prestations, on peut se dire qu'il n'y aura pas de variation. Mais aujourd'hui, nous, on considère qu'au-dessus de 300 personnes d'invités, on doit avoir des systèmes de récupération des non consommés. En dessous, vous allez avoir une redistribution que j'appellerais naturelle entre les équipes, les hôtesses, le client. Donc, ça ne sert à rien de mettre en mouvement toute une organisation pour récupérer ce qui pourrait rester. Au-dessus de 300 personnes, on arrive sur des quantités qui peuvent vraiment nécessiter. Sachant, et je finis, on peut toujours avoir la possibilité jusqu'à 19h, je crois, d'annuler la récupération
D'accord. On considère que il y a un peu plus de monde finalement que prévu, où on sent finalement que ça va vraiment dans le bon sens. Oui, donc il y a quand même moyen d'ajuster oui, on ne fait pas tourner les camions pour rien. C'est mieux. Parce que quand on a préparé cet échange, j'ai vu effectivement un visuel que vous préparez où il y a tout ce que vous avez mis en place. Il y a quand même des choix qui sont faits assez forts sur la partie restauration, dont on n'a pas complètement parlé, sur le sourcing aussi des produits. Donc moi, ça m'intéresserait que tu nous racontes un petit peu cette partie, ces choix alimentaires. Et la question qui vient derrière, c'est de se dire, on a parlé de tout ce que vous mettez en place d'un point de vue responsable. Est-ce qu'on arrive avec tout ça à avoir quand même des prix qui sont compétitifs par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur Paris ? Alors, c'est évident que les choix d'achat sur la partie alimentaire ont une répercussion directe sur les prix. Enfin, si je prends l'exemple de Fleur de Mai, on a fait le choix de passer 100% en viande française, ce qui est un choix fort, ce qui est un choix qui a un réel impact, Bien sûr. que j'ai du mal à mesurer concrètement en fonction de l'évolution des prix, mais qui a un impact clairement à 2 chiffres sur notre proposition de viande. Alors, vous allez me dire, ça tombe bien puisqu'on veut moins en vendre, voilà. Mais c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de se dire, bon voilà, sur la viande, pour toutes les raisons que tu connais, il y a un vrai intérêt à rentrer sur du 100% français, que ce soit sur la partie gaz à effet de serre, sécurité alimentaire, etc., qualité. Donc je pense que c'est vraiment un point important qui est un point difficile, parce qu'en effet, comme je le disais, c'est un impact direct financier. Oui. Jusqu'où le client est prêt à le payer, c'est vraiment difficile à mesurer. Est-ce que l'on gagne des dossiers parce qu'on a 100% de viande française ? Je ne pense pas. Ensuite, c'est une petite brique qui s'additionne au fait que 100% de notre thé, notre chocolat et notre café est en commerce équitable, qui s'ajoute à un certain nombre d'engagements sur du français, sur du labellisé, sur du local. Le local n'étant pas toujours très facile à gérer quand on est à Paris, plus facile à gérer en province. Ensuite, il faut définir le local sur un rayon. Voilà, on l'a défini à 200 km. Est-ce qu'il faut le définir à 100 km ? Donc tout ça, à mon avis, est une brique qui est à côté de l'autre, qui est à côté du fait que nous avons un laboratoire éco-conçu, qui est à côté des briques d'insertion, de gaz à effet de serre, de traitement des déchets. Et en fait, voilà, toutes ces briques font à un moment un mur ou un tableau et qui font que le traiteur est plus responsable ou plus durable, et la prestation qui en découle de la même façon. Je crois beaucoup, moi, à des petits, entre guillemets, engagements très précis, très concrets, tenus dans le temps, Bien sûr. Ce qui n'est jamais facile dans notre secteur, où les choses repartent en arrière assez vite, plutôt que des grandes décisions violentes. Oui. Et voilà. Et l'ensemble de ces petites mesures, je mets vraiment des gros guillemets sur petites, parce que l'impact du 100% viande française est réel, au final, dessine une prestation plus durable, plus responsable, et permet d'associer quand même la beauté de notre métier, de faire des très belles prestations en offrant un plaisir gastronomique avec une très belle scénographie, un très beau service. Bien sûr. Avec un engagement que cette prestation soit donc moins mauvaise pour la planète et un impact positif. Voilà. Oui, c'est le plaisir de la gastronomie du moment. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est la base du métier, c'est la base de ce qu'attend un organisateur d'événements quand il va venir voir un traiteur. C'est déjà qu'au niveau de l'assiette, du visuel, il y ait une histoire de raconter. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce qui se raconte aussi autour et l'impact de ce qu'on est en train de créer. On en a parlé un petit peu au début de la question des labels, donc l'ISO 20121. Vous avez fait le choix justement d'aller un petit peu plus loin chez Fleur de Mai avec EcoVadis. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, parce que c'est un label qui n'est pas bien connu dans nos métiers ? Oui, alors il y a des vraies différences. C'est-à-dire que l'ISO 20121, c'est une certification donc, qui est très cadrée par un système avec des audits. Donc là, nous avons le mois prochain notre 6e audit ISO 20121, des audits très poussés. EcoVadis, c'est un autre système. Donc c'est un système
En fait, c'est une société qui s'est créée il y a quelques années avec l'idée de dire, plutôt que chacune des sociétés essaye de mesurer le degré de durabilité, de responsabilité des acteurs, nous, on va le faire. Et ensuite, on va leur vendre ou leur donner accès à ce label qui va leur permettre de mesurer. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a un degré ultime qui est le platinum. Donc, quand vous êtes or, c'est que vous êtes dans les 5% des sociétés les plus responsables. D'accord. Toute catégorie confondue. Alors, certains vont dire oui, mais ce n'est pas une certification, ça n'a pas été... en effet, il n'y a pas d'auditeur qui passe, etc. Ceci étant, donc ceux qui disent ça doivent quand même aller regarder le questionnaire. C'est quand même un questionnaire assez difficile, assez précis. Toute affirmation doit être prouvée par des documents. C'est quand même assez bien fait. Voilà. Ensuite, il y a d'autres systèmes qui existent. Une autre certification qui s'appelle B Corp, par exemple. Tout à fait. Qui est encore assez faible en France, mais qui progresse. Qui n'est pas encore trop arrivé dans le monde de l'événementiel, à part quelques fournisseurs, qui là est beaucoup plus sur l'impact que ISO 20121, qui elle est beaucoup plus sur le SMR, le système de management responsable. C'est encore une autre histoire. Ensuite, il y a d'autres choses, entreprises à mission. Voilà, je pense qu'il y a tout un panel. Ce qui compte, c'est de le faire sincèrement. Et ça donne quand même des jalons, des repères. Tout à fait. Pour les clients, pour les partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, l'ISO 521, c'est bien. C'est absolument nécessaire parce que ça structure donc, le système de management qui va permettre justement, grâce à une amélioration continue, à se développer. C'est comme ça qu'on le voit. En revanche, c'est grandement insuffisant puisque ça parle très peu des impacts. C'est comme ça qu'on arrive à un système que la Coupe du Monde ou des Grands Prix de Formule 1 sont ISO 20121. Mais c'est quand même un bon système et s'il est fait, une fois encore, avec une certaine sincérité, et donc si le système de management responsable est bien, intègre bien la direction, puisqu'à un moment c'est quand même ça qui est important, si ce n'est pas un système parallèle dans la société, et s'il est bien au centre de la société, c'est très puissant. Voilà. Donc je dirais, c'est un peu comme toute création humaine, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Tout à fait. Mais c'est un très bel outil qui est amené probablement à se modifier, puisque vous savez qu'il y a des projets de modification, et la France est plutôt en avance sur ces sujets. Mais il y a d'autres aussi certifications ou labels qui peuvent permettre de se repérer sur le degré de responsabilité, de durabilité. Ensuite, je pense que faut pas, c'est pas une compétition. On n'est pas en train de se dire je suis plus responsable, je suis plus durable. T'as vu, moi je suis le ISO. but, c'est qu'on soit tous responsables déjà. L'idée, c'est de donner des repères, voilà. Oui. Déjà pour dire quand même, je fais un certain nombre de choses qui sont prouvées et qui sont vérifiées. Ça me donne droit à une certaine notation. Et je pense qu'on a plein d'autres domaines sur lesquels on peut faire la course en étant chaque fois meilleur en gastronomie, chaque fois meilleur en service, en scénographie. Je pense que l'idée, c'est que vraiment l'ensemble de notre secteur monte en maturité, en connaissance sur la responsabilité. Je pense que c'est important pour chacun des acteurs, mais c'est aussi très important pour l'ensemble du secteur. Bien sûr. Parce qu'à un moment, nos clients qui décident des investissements, et ils vont commencer, je pense qu'ils ont déjà commencé, à regarder quand même quand ils mettent des investissements de communication, puisqu'on est quand même dans cette grande sphère-là, du degré, pour le coup, de responsabilité ou de durabilité de leurs investissements. Et si demain, l'événementiel prend du retard dans ce domaine et devient un secteur non responsable ou non durable, où il y aura des décisions, des arbitrages d'investissement au niveau de nos clients qui nous seront défavorables. Et là, tout le monde en pâtira. Les lieux, les agences, les traiteurs, tout notre écosystème. Donc déjà, on le fait parce qu'on y croit. Ensuite, on le fait parce qu'on a chacun besoin de progresser. Et je pense qu'on le fait aussi parce qu'il en va de l'avenir de ce secteur. Aussi. Ça va dans le sens de l'évolution, que notre secteur puisse avancer. Oui. Je pense qu'au niveau des réceptions de la partie cocktail, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'effectivement, les labels, c'est important. Et les certifications, ça permet de donner un cadre
à l'entreprise, ça permet pour les organisateurs d'événements de se situer. Après, il faut aller plus loin. C'est le sujet de tous ces épisodes de Live Story, c'est de savoir c'est quoi les bonnes questions à poser, qu'est-ce qu'on doit regarder pour aller plus loin avec son traiteur, pour bien comprendre qu'est-ce qui est fait concrètement. Et c'est ça qui est le plus important, c'est concrètement, c'est quoi les actions. Donc j'espère que déjà, voilà, on a réussi à brosser le tableau, de se dire c'est quoi un cocktail responsable. Donc déjà, merci d'avoir participé et d'avoir partagé ces bonnes pratiques. Moi, je finis toujours mes interviews avec quelques questions un petit peu plus personnelles. Donc, petite question personnelle, moi j'ai fait mes recherches. Et donc, j'ai vu que tu avais fait un tour du monde. Donc ça m'intéresserait que tu nous racontes un petit peu. En sachant, je vais tout de suite mettre des guillemets sur le côté bien pensant de tout ça. Ça s'est passé il y a quelques années, ça s'est passé à l'époque où l'aérien, l'impact carbone n'était pas une question, bien évidemment. Et en sachant qu'aujourd'hui, même si c'est une question, il y a des solutions pour faire encore du tourisme et du tourisme d'affaires un peu moins impactant. Et j'en parle dans un autre épisode sur le tourisme d'affaires responsable. Mais ceci étant dit, raconte-nous ce tour du monde. Alors, je ne sais pas si c'était du tourisme, c'est peut-être du tourisme, mais c'est devenu aussi un gros mot, le tourisme. Donc plus globalement, je pense que c'est... donc, c'était il y a... on est revenu il y a un peu plus de 10 ans. On a dû revenir en juillet 2013, c'est ça. Donc, on est parti un an avec ma femme et mes 2 enfants qui avaient 7 et 9 ans. D'accord. On l'a fait parce qu'on était à un moment de notre vie déjà où on pouvait le faire. On avait des parents qui étaient encore en bonne santé, on avait de l'argent pour le faire. Il y a une part de risque, professionnel notamment, puisqu'on quitte un travail, il y a un risque physique aussi, puisqu'on part vraiment dans une zone de non-confort. On a pris 10 kilos de bagages chacun. À l'époque, on n'a même pas pris de téléphone portable, donc on a fait cette année-là sans téléphone portable. Donc, pour vraiment être déconnecté. Enfin, pour être vraiment... C'est rigolo parce qu'on dit déconnecté, alors qu'en fait, on n'a jamais été autant connectés ensemble et à ce qu'on faisait. Mais donc voilà, on était officiellement déconnectés. Non, on l'a fait je pense, pour 2 raisons. La première, parce qu'on voulait se dire qu'on était en fait finalement beaucoup plus libre que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on est tous pris dans un réseau de contraintes réelles ou imaginaires par rapport à son travail, sa famille, des aspects financiers, des aspects logistiques, des aspects... Voilà. Et qu'en fait, à un moment, on se dit... il y en a certains qui sont réels, hein, bien sûr. Et là, je vous parlais notamment de la santé des parents. Moi, aujourd'hui, donc, mon père est décédé et ma mère est vraiment dans un état de dépendance, donc je dois m'en occuper. Donc, je sais aussi... Il peut y avoir de vraies contraintes, mais globalement, on est quand même beaucoup plus libre que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et donc ça, c'est un point important. On peut très facilement changer de vie. Alors bien sûr, il y a des aspects financiers notamment qui sont non négligeables, mais on peut quand même beaucoup plus facilement changer de vie que ce que l'on pense. Et le second point, c'était par rapport aux enfants. On était il y a 10-11 ans, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé, avec un flot d'informations quand même très négatif, très pessimiste dans tous les domaines, notamment sur l'humain. On a l'impression, quand on lit les journaux, quand on regarde la télé, alors bien sûr, il peut y avoir des catastrophes naturelles comme en ce moment, mais voilà, les humains, c'est soit la guerre, soit des attaques, soit l'insécurité, soit des magouilles. Et en fait, nous, ça ne correspondait pas vraiment à notre expérience humaine, en tout cas à ce qu'on était et les gens qui étaient autour de nous. Et en fait, on voulait recréer aussi un peu d'optimisme par rapport à nos enfants et de leur montrer qu'on allait rencontrer des milliers de personnes et qu'ils verraient qu'en fait, 99,9% des gens qu'on allait rencontrer étaient déjà proches de nous dans leur façon d'appréhender la vie. Qu'à un moment, voilà, ils voulaient avoir un toit, ils voulaient avoir à manger, ils voulaient que leurs enfants aillent à l'école. Enfin, alors bien sûr, avec des degrés différents. C'est-à-dire quand on était aux Philippines, c'était un degré de confort certainement plus faible, mais en fait, ils avaient les besoins essentiels identiques à nous et qu'ils étaient, pour la plupart, très heureux dans cette partie-là. Et que, voilà, on n'allait pas tomber sur des brigands, des bandits. Ça. C'est ce qui s'est passé. On a eu 1 ou 2 expériences un peu plus compliquées, mais globalement, on a vraiment eu, bien sûr, fait des rencontres fabuleuses.
On a vu des choses fabuleuses. On est parti donc 1 an, on a fait 10 ou 11 pays différents. Parfois on était en bus, parfois on était en train, parfois on était en camping-car, parfois on était en bateau. En fait, on avait vraiment entouré les endroits qui nous faisaient rêver sur la planète. Donc voilà, on voulait aller sur le Cap Horn, on voulait aller à Oulan-Bator, on voulait aller à l'île de Pâques, et puis ensuite on a fait un trait, et puis on est parti comme ça, vraiment très rapidement, en quelques mois. Et en fait, on se rend compte que ce type de projet, par l'énergie et comment dire encore l'impact positif, enfin l'aspect positif qu'on génère, abat tous les obstacles en fait. Et on avait vraiment des obstacles sur lesquels je vais pas revenir de type santé ou financier qui nous bloquaient. Et vraiment tout s'est aplati, parfois à quelques heures du départ. Mais en fait, on crée vraiment une sorte de sympathie chez les personnes en exposant notre projet. Et on est parvenu à des choses vraiment incroyables. Donc c'était une très belle expérience. C'est dur aussi parfois, parce qu'on quitte vraiment sa zone de confort. Hein. Bah ouais. Chaque jour, on ne sait pas forcément où on va manger, où on va dormir, comment on va faire. On se rend compte qu'on est dans un ultra confort ici, enfin la plupart d'entre nous, puisqu'on sait où on va manger, on sait où on va dormir, on sait s'il y a un problème de santé, ce qui va se passer. On sait, voilà. Là, on était dans beaucoup d'endroits. Surtout qu'on a beaucoup apprécié les grands espaces, donc voilà, la Patagonie, la Mongolie, etc. On était dans des endroits où il mieux qu'il n'y ait pas grand-chose qui arrive. Et pourtant, c'est arrivé. Mon fils s'est cassé le bras en Mongolie. Voilà, bon. On a trouvé des solutions. Donc c'était une très belle expérience. Et on est revenu avec beaucoup d'optimisme. Et ça nous a vraiment confortés dans cette idée que l'être humain était fondamentalement bon et donnait des bonnes raisons d'espérer, même si voilà, les informations chaque jour peuvent parfois laisser un doute. C'est ça. Et puis je pense que ça a donné aussi quelque part l'envie de préserver tout cet environnement, tout ce que vous avez vu. C'est sûr, mais ça je pense qu'on l'avait déjà avant. Mais c'est vrai que on arrive vraiment dans des endroits incroyables. Mais ce qui est vraiment ressorti, c'est vraiment les rencontres humaines. Et en effet, des espaces infinis. Et je pense que l'espace est aussi un des luxes de demain sur notre planète. L'espace préservé, avec là encore plein de guillemets. Mais il existe encore des grands espaces préservés qui sont attaqués, bien sûr, par le réchauffement climatique et ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il existe encore des choses absolument incroyables sur cette planète. Donc c'est pour ça qu'il faut préserver cette belle planète. Au-delà de nos métiers, l'impact global qu'on a, il est important d'y réfléchir et d'essayer d'agir dans le bon sens. On va finir là. Merci beaucoup en tout cas Sébastien pour tout cet échange. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez pris des notes, que vous avez noté comment créer désormais des événements plus responsables sur la partie restauration. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Life Stories.